Mais c'est quoi le hasard? L'homme appelle hasard toutes les actions dont il n'arrive pas à prédire le dénouement. Comme quand on lance une pièce? Exactement, lorsqu'on lance une pièce, il nous est impossible de savoir sur quel côté elle va tomber. C'est donc du hasard. Momo, pile ou face? Pile. Tu penses avoir choisi pile au hasard, mais 75% des personnes interrogées choisissent pile. Ben pourquoi? Notre cerveau n'aime pas l'aléatoire. Il a donc associé pile, puis face, il va donc choisir pile. Nous avons vu que le hasard était très présent dans l'informatique. Surtout dans les jeux, il est même présent sur la calculatrice. Nous avons donc voulu savoir comment il était créé. Et nous sommes vite heurtés à un problème. Cela est impossible. Impossible? Mais vous avez dit qu'il était très présent. Oui, on parle de pseudo-aléatoire. Une suite de nombres pseudo-aléatoires est une suite de nombres qui possède quelques propriétés aléatoires. Et comme c'est un ordinateur qui la crée, il y aura de grandes chances pour que le résultat soit une boucle continue. Car une machine ne possède pas de cerveau, c'est l'être humain qui lui a expliqué comment moduler le hasard. Elle ne réfléchit pas par elle-même. Et donc, l'utilisateur pourrait en deviner le résultat, contrairement à une situation de vrai hasard, comme un lancer de pièces. Ah oui, je comprends mieux. En informatique, le hasard peut être simulé par divers programmes et algorithmes. On va vous montrer des plus anciens, des plus récents, des plus simples et des plus compliqués. Ça a l'air intéressant. À commencer par la méthode des carrés médians de von Neumann. Cette méthode très simple consiste à prendre un nombre, l'élever au carré et prendre les deux chiffres du milieu de ce résultat. Par exemple, on prend 35 x 35, ça fait 1225. Puis 22 x 22, ça fait 484. Et enfin 48 x 48, ça fait 2304. Cette méthode a un grave problème. Elle tourne souvent en rond. Par exemple, si on prend 10, multiplié par 10, ça fait 100. Et du coup, on retombe sur 10. Ah oui, ça marche pas très bien alors. Et oui, c'est pourquoi nous avons cherché d'autres méthodes. Il existe des méthodes se basant sur des seeds ou des graines. La seed étant le noyau principal de tout programme simulant le hasard. Les sites sont récupérés par l'ordinateur à partir de nombres a priori imprévisibles, par exemple la dernière touche de clavier utilisée ou encore l'heure du système. Ah oui, c'est astucieux. Et oui, nous allons présenter un programme qui utilise la méthode de l'horodotage. L'horodotage, c'est prendre l'heure du système pour en faire la seed. Ce programme en C++ nous permet de sortir 15 nombres aléatoires. Nous allons donc le décortiquer ensemble. À la première ligne, nous définissons les valeurs A, B et M. À la deuxième ligne, grâce au procédé d'horodotage de tout à l'heure, nous récupérons la seed principale de ce programme. Nous mettons une boucle for afin de sortir 15 nombres. Ensuite, le calcul. Nous prenons la seed qu'on multiplie par A, on lui ajoute B, et on divise le tout par M, et on prend le reste, afin que notre nombre soit toujours compris entre 0 et M, en l'occurrence 0 et 5. Il ne nous reste plus qu'à afficher notre résultat et recommencer l'opération 15 fois. Revenons à tous les programmes en général. Les programmes modulent ce nombre appelé seed à l'aide d'opérations mathématiques, et celle qui reste à nos jours la plus utilisée étant la division euclidienne. Mais si l'utilisateur connaît parfaitement l'heure qu'il est et l'intégralité du programme, alors il pourra trouver le résultat qui tombera. Ah oui, et du coup, ce n'est pas l'aléatoire. Non, parce qu'il faudrait lancer le programme exactement au moment, ce qui dans un cas général est impossible. Afin d'avoir un nombre qui se rapproche de plus en plus d'un nombre aléatoire, on décide donc de multiplier les sources des seeds. Ce phénomène est directement inspiré dans la météo, car en météorologie, on ne peut pas vraiment décrire le temps qu'il fera dans une semaine, car on ne connaît pas bien toutes les lois météorologiques, on ne sait pas vraiment la composition de l'air, l'effet que fait l'être humain sur l'environnement, et on ne peut pas mesurer la température partout à toutes les altitudes, et on a besoin de cela pour bien prévoir la météo. Et oui, on multiplie des petites erreurs par des petites erreurs afin d'avoir un chaos, d'où le nom du système. Les méthodes les plus efficaces à ce jour restent quand même celles de la mécanique quantique et du bruit blanc. Le bruit blanc est la somme de toutes les fréquences sonores entendues à un point précis, et comme le son n'est pas audible s'il n'est pas amplifié, on ne les entend pas. Cela correspondrait au bruit que ferait un orchestre s'il jouait dans un désordre complet. Le bruit blanc est tout de même perceptible lorsqu'une télé ne reçoit aucune fréquence et qu'elle émet des milliers de mouches. Ah! Ça fait peur! On pourrait imaginer le bruit blanc sous la forme d'une perruque, chaque cheveu étant une fréquence. En somme, l'ordinateur n'aurait qu'à prendre un cheveu lorsque l'utilisateur lui demande, et comme le bruit est très confus, le dénouement sera forcément imprévisible. Mais comment les ordinateurs trouvent ces bruits blancs? Eh bien c'est simple Momo. L'ordinateur crée des milliers de fréquences qui ont toutes la même énergie, mais qui accroît leur amplitude peu à peu. Mais il existe des méthodes encore plus précises comme la mécanique quantique, mais celle-là est tellement précise qu'elle n'est pas disponible sur tous les ordinateurs. La mécanique quantique est une branche de la physique qui tentait d'expliquer des phénomènes à l'œuvre dans les systèmes physiques, particulièrement à l'échelle subatomique et atomique. Elle a été créée dès le XXe siècle par des physiciens américains et européens dans le but d'expliquer des phénomènes que la physique classique ne pouvait pas expliquer. Par exemple le rayonnement des raies spectrales ou encore les phénomènes photoélectriques.
Selon l'interprétation classique de la théorie quantique, les meilleurs générateurs aléatoires seraient ceux qui utilisent des phénomènes quantiques. Par exemple, le choix d'un proton de traverser ou non une lame semi-réfléchissante. Ah oui, alors il faut des ordinateurs vraiment très puissants. Pour vous expliquer bien la mécanique quantique, on va d'abord s'intéresser à la mécanique classique, celle du quotidien, tel un ballon de foot. On considère donc des quantités bien précises, telles que la vitesse, la rotation, la position. On ne sait pas forcément bien mesurer ces quantités, mais on sait qu'elles existent et qu'à un point donné, elles sont précises. C'est ça la mécanique dite classique, celle des objets du quotidien. Mais pour les objets microscopiques, tout change. Contrairement à un ballon de foot, une particule peut être à deux états à la fois. Un électron, par exemple, peut avoir deux vitesses ou être à deux endroits à la fois, même plus de deux endroits. Pour désigner le fait en mécanique quantique qu'un objet peut avoir deux états, on parle du principe de superposition. On place un chat dans une boîte totalement close. On ne peut entendre aucun bruit venant de cette boîte. Si on ouvre la boîte, le chat meurt. Il est donc impossible de connaître l'état du chat actuellement. Il est à la fois mort et vivant. C'est le principe d'incertitude. Bien entendu, après cela, vous vous imaginez peut-être que les particules peuvent être à des milliers d'états à la fois. Mais en fait non, il y a des contraintes. La plus connue est qu'on ne peut pas spécifier à la fois exactement la position et la vitesse d'une particule. Plus sa position est précisément définie, plus sa vitesse est incertaine, et réciproquement. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Vous êtes en train de m'endormir. Attends encore un peu. Pour faire un exemple simple et concret de ce phénomène, on peut l'illustrer avec le son, car il possède aussi une sorte de phénomène d'incertitude. Il ne peut pas être à la fois localisé dans le temps et en fréquence. Il ne faut pas oublier que la situation est pareille pour la lumière. Si vous voulez faire une onde à une longueur d'onde précise, il faut que cette onde soit localisée partout dans l'espace. Alors que si vous voulez la localiser précisément, il faut augmenter les fréquences. Et oui, parce que le hasard en mécanique quantique est créé à partir de toutes ces incertitudes, qui sont multipliées de telle façon que le résultat soit quasiment imprévisible. En gros, on a autant de chances de prévoir ce qui va arriver que de gagner l'euro million. T'as tout compris. Merci et au revoir.